Alors, chers amis traders, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Mon nom est François Ablé, je suis content de vous retrouver à travers cette énième intervention sur laquelle je comptais donc me prononcer sur trois sujets. D'abord, sur l'évolution de mon analyse que j'avais écrite depuis le 9 juin, donc pour voir un peu l'état des lieux, donc c'est comme une mise à jour. Et puis aussi parler avec vous des différentes réunions que Jérôme Powell va avoir, des réunions qui seront bien sûr cruciales pour l'évolution du dollar. Et pour finir enfin, la crypto-monnaie qui a été émise par le projet, on va dire, de crypto-monnaie émise par Facebook, d'accord, de créer sa propre monnaie et bien sûr, quel est le regard d'un point de vue économique que cela peut avoir, d'accord. Donc, pour tous ceux qui veulent me découvrir ou qui me découvriront à travers cette vidéo, mon nom est François Ablé, je suis le responsable de la structure éducative et informative qui est le GSTA, donc Global Structured Academy, que vous retrouvez sur les différents réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube, Twitter aussi, oui, Twitter et également TradingView avec le même pseudo qui est Frank Belfort. Donc vous pouvez m'écrire quand bon vous semble, envoyer un message donc à contact à Global Street Trader, donc Global Global, d'accord, STREET, d'accord, TRADER.com, donc Global Street Trader, contact at globalstreettrader.com. Et aussi de jeter un coup d'œil sur notre site internet. De toute façon, vous aurez toutes les, on va dire, les différentes adresses dans le descriptif dans cette vidéo-là. Voilà. Alors, je comptais d'abord commencer par l'analyse que j'avais donc écrite en fait le 9 juin, où j'avais donc émis un sentiment bullish sur les indices, un sentiment, on va dire, qui laisse planer bien sûr le biais ou le doute d'une possible intervention de coupure de taux, d'accord, ce qu'on appelait the insurance cut, qui étaient les thèmes qualifiés par Jérôme Powell. Donc quand on parle de coupure coupure de taux d'intérêt avec assurance, c'est-à-dire c'est pour en fait disons prévenir le choc, les différents chocs macroéconomiques qui risquent d'être causés par des pressions déflationnistes, d'accord? Parce que vous le savez, depuis 2014, comme je l'ai mentionné dans cette analyse, depuis 2014, la Fed a décidé clairement disons, d'arrêter le QE, d'accord? Sauf que cette mesure-là n'est pas allée avec on va dire, la spirale inflationniste et donc provoquer un élan de croissance. On a juste eu une croissance plutôt, on va dire, fictive, qui est basée en fait sur des promesses, qui est basée sur des projets de société à partir du gouvernement. En fait, depuis la fin, donc puisque 2014, c'est-à-dire c'était à 2 ans avant la fin du mandat du président Barack Obama, de l'ex-président Barack Obama, et après ça, le début donc de l'ère Donald Trump, où on avait eu beaucoup on va dire, d'anticipations qui ont été faites, notamment cette fameuse promesse sur le stimulus fiscal, d'accord, qui a permis aux indices de s'envoler. Et même le Dow Jones, je pense, a pris presque 9000 points en ligne droite à cause de disons, cette mesure de dérégulation du marché financier, d'accord? Donc, et aussi le fait que le président américain a toujours véhiculé ce biais d'être quelqu'un qui veut un dollar faible, d'accord? Un dollar faible, donc nécessairement pour pouvoir permettre aux entreprises d'emprunter massivement afin de stimuler la demande intérieure américaine, d'accord? La demande en termes de consommation. Donc, tous ces facteurs ont fait que les indices ont pris de l'envol. Et tant qu'on restera bien sûr dans cet état stationnaire, d'accord, qu'il n'y a pas de véritable intervention de banque centrale, on va avoir bien sûr, ou cette possibilité d'intervention, parce que vous savez que toujours, lorsqu'on fait planer le doute en disant too big to fail, hein, on ne peut pas laisser les entreprises s'effondrer, il y aura toujours donc ce soutien inconditionnel donc des différents intervenants de marché. Et c'est dans cette logique-là que j'avais publié l'analyse en disant que
la trilogie indicielle, c'est pour ça que j'ai appelé mon article, on risque d'atteindre de nouveaux records. En ce moment, ici, on était le 9 juin, donc c'était quelque part ici. Vous voyez bien à l'écran ici, d'accord? On était ici, quand j'avais, voilà, quelque part ici, 9, 7, 10, voilà, 9 juin, quelque part là, quand j'ai publié donc l'analyse, qu'on allait atteindre les 3000 points, les 3000 points, pardon. Donc, quand on est arrivé ici, on voit que très bien que le marché a effectivement touché la barre des 3000 points, d'accord? Donc, établissant un nouveau record. Vous voyez, on touche très, très bien le seuil là, d'accord? Donc, 3000 points, le marché a touché et on a commencé à corriger, donc prise de bénéfice. Donc, pour lui, c'était quasiment fait, d'accord? Au niveau du Nasdaq, lui, on est encore en direction des 8000, on est quasiment à peu près une centaine de points, d'accord? Ce n'est pas encore fait, mais on reste quand même largement au-dessus de la moyenne mobile de 250 périodes. Moi, j'utilise les moyennes mobiles de 250 périodes parce que elles sont très, très, très significatives et en fait, c'est cette moyenne mobile-là qui va en fait donner le tempo afin de savoir si nous sommes dans un marché baissier ou un marché de peur ou ainsi de suite. Donc, pour le moment, nous sommes sur des sommets. On semble faire un double top au niveau du Nasdaq. Donc, certainement, une consolidation à venir. Tous les yeux sont braqués, bien sûr, sur l'intervention de Jerome Powell au cours de ces différents jours à venir, c'est-à-dire demain et puis jeudi. Vous savez que Jerome Powell a 4 interventions à faire. Il a une intervention à faire au Congress, au Capitol Hill, donc c'est comme un testimony, c'est-à-dire c'est comme une sorte de compte rendu de sa politique monétaire dans des symboles, on va dire symboles politiques, d'accord? Et il y a aussi une déclaration avec le FOMC aussi, dans le cadre du FOMC, et puis aussi sur un autre plateau que j'oublie. Donc, il a en tout 4 interventions à faire. Et ce ne sont pas des petites interventions parce qu'il est vraiment attendu pour avoir une idée, en fait, de la réunion du mercredi 31 juillet qui va se tenir pour savoir si Jerome Powell va abdiquer et donc baisser les taux, d'accord? Ou si il va rester toujours sa posture de neutre et défendre l'intégrité, d'accord, la transparence et la crédibilité de la Fed, parce que vous savez que la Fed se veut crédible, transparent, malgré les différentes pressions qui viennent de Washington, à savoir le président Donald Trump qui passe son temps à faire des tweets, des menaces et même prétendre qu'il a la possibilité de limoger ou de faire limoger Jerome Powell, d'accord? Donc, c'est un peu comme du chantage politique pour que Jerome Powell puisse céder, puisque Donald Trump a réussi à faire comprendre au marché que le bras de fer, le deal qu'il y a entre la Chine et les États-Unis dépend de la Fed. Alors que ces deux questions diamétralement opposées, ça n'a strictement rien à voir, d'accord? La Fed est là pour gérer la politique monétaire. La Fed n'est pas là pour gérer des enjeux géopolitiques ou des enjeux commerciaux, d'accord, ou des enjeux internationaux. Elle est là justement uniquement pour s'assurer d'atteindre la cible de l'inflation qui est de 2%. Je vous avais dit qu'il y avait même un département ici à la Banque du Canada, un département complet qui a été créé depuis 1991, dont la mission uniquement est là pour contrôler l'inflation à une cible qui est de 2%. D'accord? Donc la politique monétaire n'a rien à voir avec des enjeux politiques ou des calculs politiques. C'est tout simplement Trump, il utilise ça pour mettre en fait au pied du mur Donald Trump afin d'abdiquer et d'aller sur son chemin. On va voir comment ça va finir. Mais en gros, c'est la situation actuellement qu'il y a. Donc, au niveau des indices, le SP500 a touché les 3000, d'accord? Le Nasdaq, il est en coup de route. Il semble avoir un obstacle. Ici, si je prends le croissillon, on voit très bien qu'on est sur des plus hauts, d'accord? On semble faire un double top, d'accord? Donc, si c'est le cas, il faut s'attendre à une correction, bien sûr, pour aller chercher donc le niveau des moyennes mobiles. Certainement, le marché est maintenu là parce que le marché attend quel sera donc le discours ou le ton ou les mots que Jerome Powell va utiliser au cours de ces 4 interventions cette semaine. Et en fonction de cela, on pourrait avoir on va dire un mouvement de retournement à venir, d'accord? Au niveau du Dow Jones aussi,
Il s'inscrit dans la même lignée que les autres. Toujours, bien sûr, depuis le 9 juin, on a clairement fait des records, mais on n'a pas atteint encore, on est loin encore d'atteindre les 30 000 dont j'avais donc écrit. Certainement, comme je vous avais dit, donc, on a le temps d'ici l'échéance électorale du président américain, donc de 2020, novembre 2020, pour voir quelle sera donc l'évolution du Dow Jones à venir. D'accord? Bien. Donc, au niveau de la politique monétaire américaine, donc au niveau de Jerome Powell, puisque ça a rejoint un peu l'étude des indices qu'on est en train de voir. Comme je vous avais dit, Jerome Powell est donc confronté à une pression politique, d'accord? Donc, comme je dis, si Jerome Powell veut faire la politique, il va bien sûr chercher à augmenter les taux d'intérêt ou alors à rester neutre, d'accord? Mais s'il veut chercher à faire l'économie, d'accord, purement économique, il cherchera bien sûr à baisser les taux, d'accord? Actuellement, à ce stade précis, c'est vrai que si on se fie aux indicateurs macroéconomiques, d'accord, si on se fie uniquement aux indicateurs macroéconomiques, parce que la Fed a fait savoir qu'elle est une institution qui dépend des indicateurs macroéconomiques, que sa politique sera orientée, sa politique monétaire sera pro indicateur macroéconomique. Donc, si on se fie à ça, la Fed n'a pas besoin de baisser les taux parce qu'on a vu un NFP, même s'il est discutable, hein, parce que ce que moi je comprends de cela, c'est vrai que les chiffres ne sont pas, les chiffres sont étranges, à la limite même quasiment manipulés, parce que nous sommes à la fin d'un cycle qui a duré quasiment presque 11 ans, d'accord? Quand on parle de la fin d'un cycle, c'est-à-dire que on regarde le niveau de productivité globale de l'économie, c'est-à-dire c'est comme une variance, hein? On regarde la différence entre la productivité réelle et la productivité anticipée, ou ce que l'économie est capable de faire, d'accord? Et quand on fait la différence, on voit que l'économie réelle, ou disons la productivité réelle, est largement inférieure à ce que on s'attendait à ce que le marché le fasse, d'accord? Donc, évidemment, ça crée bien sûr un sentiment de prudence et ça peut donc amener le marché à se rétracter. C'est pour ça qu'on parle de ralentissement économique. Donc, la productivité qui dépend bien sûr de la main-d'œuvre, donc du marché de l'emploi, et bien sûr des dotations en capital, c'est-à-dire les équipements, les outils, l'argent qui est réinvesti. Donc, ce sont des facteurs endogènes qui permettent donc de soutenir la productivité. Et tous ces facteurs-là sont au ralenti à partir des différents indicateurs macroéconomiques que nous avons, notamment la production industrielle, les commandes de biens durables, et puis le PMI manufacturier, et ainsi de suite, d'accord? Donc, à partir de cet instant, on constate que les indicateurs, ou disons les indices ou les agrégats de l'économie américaine sont quasiment dans un état stationnaire, au ralenti, d'accord? Il n'y a pas de catalyseurs purs qui les permettront de pouvoir, on va dire, endiguer ce spectre-là de ralentissement. Ils sont juste maintenus à un état stationnaire. Donc, les mouvements qui vont arriver seront des mouvements à part entière fictifs, d'accord? Donc, c'est comme ça que je vois clairement l'état de l'économie, parce que depuis un certain moment, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de facteurs clairs pour montrer que vraiment on est parti pour un momentum, un puissant momentum haussier, car nous avons donc les marchés qui dépendent du politique. Nous avons aussi des facteurs, on va dire, économiques ou macroéconomiques qui sont plus ou moins, on va dire, bons dans l'ensemble, mais ce n'est pas suffisant afin de donner vraiment un puissant coup de fouet. Même demain, ou à partir après demain ou demain, dépendamment de l'intervention de Jerome Powell, même s'il dit, on va dire, il met le marché dans un scénario de coupure ou d'intervention massive de taux d'intérêt, les mouvements qui vont se faire seront des mouvements que je qualifie de fictifs, parce que ça sera basé simplement sur les dits
et le sentiment que le patron de la Fed émet. Mais au niveau des chiffres, au niveau de manière quantitative, il n'y aura rien de réel, rien de palpable qui permettrait de soutenir une telle progression sur le long terme. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, les indices seront maintenus à la hausse au fur et à mesure ou bien de façon neutre, seulement pour des raisons politiques, mais il n'y aura pas vraiment il n'y a pas vraiment, jusqu'à en tout cas preuve du contraire, des indicateurs macroéconomiques puissants, des catalyseurs pour justifier de tels mouvements d'amplitude. D'accord? Alors, pour finir cette intervention, je tenais à donner mon point de vue également sur la crypto-monnaie Libra, qui est donc le projet de crypto-monnaie que Facebook veut émettre. D'accord? Et on va mettre l'action de Facebook ici. Voilà, donc voici Facebook. Alors, Facebook qui est ici devant nous. Attendez, je pense pas que c'est lui. Je l'avais tout à l'heure. Facebook. Voilà, il est coté dans le Nasdaq. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Donc, Facebook veut émettre une crypto-monnaie. Alors, bon, ce n'est pas moi, je ne suis pas donc contre ça parce que nous sommes dans une autre époque. Hein. Nous sommes dans une autre époque. Nous sommes dans une ère où les mentalités changent, il y a beaucoup plus d'opportunités, de choix. Et le rôle de la Banque centrale, de plus en plus, commence à être menacé parce qu'on a vu le résultat, on va dire, de leur travail depuis que, on va dire, ces institutions-là fonctionnent, d'accord? On a vu un peu ce qu'elles étaient capables de faire, on a vu un peu tout ce que ça a causé comme dommage, et donc le système quasiment, apparemment, est en faillite, d'accord? Voilà pourquoi il existe de plus en plus on va dire, d'alternatives. Et on constate également que dans la plupart dans le monde entier, à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire, il y a beaucoup de pays, d'accord, qui n'ont pas, qui ont un faible taux de bancarisation. Je parle par exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple, où le taux de bancarisation est de à peine 17%, d'accord, c'est-à-dire que plus de 80%, donc 83% de la population possèdent pas de compte bancaire, d'accord. Et Facebook, justement, avec Libra, à partir de votre compte Facebook, se veut de résoudre ce problème de bancarisation en obtenant, d'accord, un token, donc la pièce ou disons la portion monétaire de leur crypto, quand vous ouvrez un compte chez eux, d'accord, puisque les comptes Facebook, c'est gratuit. Comprenez? Ils n'ont pas encore statué clairement sur comment est-ce que les utilisateurs vont obtenir justement le token de la Libra pour pouvoir faciliter les échanges. Mais en gros, c'est ce qui est prévu. D'accord? Bon, évidemment, les États sont menacés parce que Facebook, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs. Et imaginez-vous, sur 7 milliards, on a 2 milliards de gens qui deviennent du jour au lendemain, hein, qui seront bancarisés, d'accord? Évidemment, les banques voient ça d'un très très mauvais œil parce que le faible taux de bancarisation n'est pas anodin, hein, c'est aussi dû à une certaine volonté politique, une certaine hégémonie élitiste du côté des banques, des politiques et des choses comme ça, d'accord? Tout le monde ne peut pas avoir un compte bancaire, évidemment. Parce que de toutes les manières, plus la banque a beaucoup de clients et si la plupart des clients sont des gens qui ne possèdent pas d'argent, ouvrir un compte, ça c'est coûteux, d'accord? Il faut que quand on ouvre un compte, il y a un montant minimal à mettre. Mais si on ouvre un compte pour ouvrir un compte, ce n'est pas bien sûr avantageux pour la banque. D'autant plus que si on a une grande portion de gens qui sont considérés comme risqués, d'accord? Ça risque donc d'amener à un embrasement au niveau bancaire. Donc, les banques, notamment les pays, les États, les banques centrales, les États, ne voient pas ça d'un bon œil. Alors, j'ai vu beaucoup de gens saluer l'arrivée c'est-à-dire l'ouverture du mandat de Madame Christine Lagarde,
qui est considérée comme une crypto friend, c'est-à-dire l'amie des cryptos. Parce qu'elle s'est souvent prononcée justement sur les cryptos. Elle a souvent demandé à ce que les banques s'ouvrent pour accepter les cryptos comme moyen de paiement régulier, des choses comme ça. Mais je vous dis de ne pas vous laisser piéger, d'accord? Vous savez, le chien, comme on le dit, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Si Madame Christine Lagarde demande une ouverture sur les cryptos, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, d'accord? C'est une stratégie de communication de sorte à pouvoir contrôler le système de la crypto qui jusque-là n'a jamais pu être contrôlé parce que c'est géré par des ordinateurs, vous comprenez? Au départ, la communication était virulente sur la crypto-monnaie et ça n'a pas marché, ça a plutôt même renforcé la popularité de la crypto-monnaie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'avais déjà fait ce type de vidéo, cette intervention, je pense le 26 novembre ou en tout cas en fin de mois, entre le 15 ou 26 novembre 2018, j'avais déjà émis une telle intervention et les raisons pourquoi est-ce qu'il ne faut pas croire à la communication de Christine Lagarde, d'accord? Parce que Christine Lagarde est bien sûr fait partie d'un certain establishment. Ils ne vont pas accepter de mettre à la tête, d'accord, quelqu'un qui est responsable de leur système, qui va défendre leurs intérêts et en même temps accepter que ce qui est potentiellement une menace pour leur système soit établi, d'accord? Il faut être quand même faire un peu de jugeote. Donc, quand Christine Lagarde fait des interventions sporadiques sur les crypto-monnaies, dans le sens qu'elle a un langage plus ou moins apaisé, c'est une question seulement de communication. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle accepte vraiment les cryptos. C'est parce qu'on voit que critiquer sévèrement les cryptos n'a pas changé, d'accord, n'a pas mis une pression sur les cryptos. Donc, il faut changer maintenant de système. On a vu le patron de, je crois, je pense que c'est Goldman Sachs, qui s'appelle Jamie Dimon, qui avait critiqué fortement les cryptos et après qui a admis que finalement les bitcoins c'est une bonne chose pour l'humanité, vous comprenez? Donc ça c'est des choses dont vous devez faire attention. Le point central ici, ce n'est pas la crypto-monnaie, c'est plutôt la technologie qui est derrière la blockchain, la chaîne de blocs, d'accord? La chaîne de blocs qui est une technologie révolutionnaire, qui est partie pour durer longtemps, sauf que la crypto-monnaie qui utilise cette technologie, elle est menacée parce que cela représente en fait une entrave à l'hégémonie des différents pays. Notamment, on a vu récemment l'Inde qui risque de condamner en Inde tous ceux qui vont faire de la crypto-monnaie pour une peine de 10 ans. D'accord? Donc, ils ont peur. Le système financier mondial a peur de cette monnaie qui est Libra, cette crypto-monnaie qui est en travaux, parce que ça met en doute, ça met vraiment à une compétition extrême on va dire la contenance du système mondial, à savoir si les particuliers vont carrément donner d'eau, exclure carrément le domaine bancaire pour laisser leur monnaie, pour laisser leur argent être géré par des ordinateurs. Et on a vu également le conseiller économique de Xi Jinping qui a fait une communication là-dessus, qui a dit que ils ont testé les lignes de codage de la création du processus de la crypto-monnaie de Libra, donc de Facebook, et ils estiment qu'il n'est pas fiable et qu'il peut péter à n'importe quel moment, d'accord? Sachant que ce genre de situations sont déjà produites dans le passé, d'accord? On a déjà vu des hackers qui ont hacké des systèmes, des serveurs au complet de crypto-monnaie et ça a créé un cafouillage généralisé, vous comprenez? Donc, la crypto-monnaie n'est pas encore au point. Elle a certainement de l'avenir, mais les États vont certainement jouer sur les peurs, d'accord? Parce que c'est encore méconnu et parce que ça va contre leurs intérêts au niveau de leur hégémonie, au niveau du système financier, au système mondial. Et ils ne voient pas ça d'un bon œil, d'accord? Donc, mon point de vue là-dessus, c'est que évidemment, la faillite de ces de cette classe ou de ces différents groupes bancaires et financiers a poussé, donc, puisque la création du Bitcoin
intervenu à partir de 2009-2010, hein, donc c'est-à-dire c'est à la suite donc de la récente crise financière qu'on a vu donc que on a vu on va dire une solution monétaire, une solution alternative monétaire qui a vu le jour, parce qu'au départ la crypto-monnaie n'était que présente dans tout ce qui était virtuel, dans les jeux vidéo, des choses comme ça, d'accord. Donc il faudrait donc prendre du recul par rapport à ça. La question de Libra, pour moi, ne va pas régler le problème de la bancarisation, parce que la bancarisation, ou le problème de la bancarisation est lié à la pauvreté, d'accord? Est lié à la pauvreté, donc par ricochet, est lié par le problème du développement, du sous-développement, d'accord? Et on va voir comment est-ce que Facebook va spécifier, va statuer sur la question de la bancarisation, parce que c'est pas parce que on va dire que tu n'as pas de compte bancaire que à partir en créant un compte Facebook, tu as accès justement à de l'argent gratuit, parce qu'il y a certains critères pour avoir, parce que pour acheter une crypto, il faut de l'argent, d'accord? Mais si tu n'as pas d'argent, comment tu fais? Donc pour le moment, Facebook n'a pas été encore clair là-dessus au niveau de son mode opératoire pour obtenir sa crypto-monnaie, mais elle se targue de vouloir régler le problème de la bancarisation, et c'est pour ça que l'Inde a décidé de taper fort, parce que l'Inde est un pays émergent, c'est un des pays où le taux de bancarisation aussi reste quand même assez discutable, notamment les pays également de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et tout ça. Ce sont des problèmes de sous-développement, la bancarisation. En Europe ou en Occident ou en Amérique, la bancarisation, quasiment tout le monde a accès à un compte bancaire, parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux de développement et aussi le chômage en quelque sorte. D'accord? Donc, c'est ce que je tenais à dire au niveau de Libra, au niveau également des analyses que j'avais produites sur les différents indices. On va suivre ça attentivement. Et aussi au niveau de Jérôme Powell, qui va donc se prononcer là-dessus. Un mot avant de finir, ce que je voulais d'abord dire pour finir, c'est que actuellement, le véritable indicateur des marchés financiers, c'est bien sûr le pétrole. Le pétrole, mais par ricochet avec le taux de rendement obligataire qu'on va voir ici, c'est-à-dire le spread de 2 ans, d'accord, avec celui du 10 ans. C'est lui qui est le plus représentatif de la situation politique et économique des États-Unis, à savoir si on est vraiment en train de rentrer en récession ou pas. D'accord? Tac. C'est celui-là ici. Donc, tant que nous serons quasiment aux alentours de cette moyenne mobile journalière, 250 périodes, c'est vrai qu'actuellement, on est quasiment en négatif et on semble se diriger vers le positif. Cela veut dire que plus on avance, d'accord, plus les acteurs du marché ont moins de confiance à aller emprunter de l'argent. Donc, c'est un risque déflationnaire, d'accord? En ce moment-là, ça veut dire que les indices sont menacés à corriger. Par contre, plus on va descendre en dessous de la moyenne mobile, plus les indices vont se renforcer. Ça veut dire que dans le spread 10 ans, 2 ans, 10 ans, ça veut dire que le spread de 10 ans commence à prendre de la vigueur. Donc, les acteurs majeurs sont prêts, se sentent prêts, ils ont un sentiment de pouvoir aller emprunter de l'argent sur du long terme ou sur du moyen et long terme. En ce moment, c'est un gage on va dire, de sécurité au niveau des indices, et donc les indices se mettront à progresser. C'est-à-dire que plus on va vers un spread de taux négatif entre le 2 ans et le 10 ans, les indices se mettront à monter. Mais si on semble se diriger vers des chiffres positifs, d'accord, c'est-à-dire à partir de 0 et au-delà de 0, en ce moment-là, les indices seront donc sous pression, d'accord. On peut le voir ici qu'on est dans un range. Donc pour le moment, je pense que le marché attend bien sûr la déclaration de Powell,
Et en fonction de ça, on va voir donc si on va casser le range par le haut ou par le bas. C'est aussi simple que ça, d'accord? Merci encore d'avoir suivi ce point de cette petite intervention, d'accord? J'ai fait le tour un peu pour établir donc les différents sujets qui courent. N'hésitez pas à poser des questions en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé, bien sûr, likez-la, c'est très apprécié. En la likant, vous contribuez également au rayonnement de notre académie qui est le GSTA. Vous contribuez également à l'établissement des supports et des outils qu'on met à vos dispositions et au contenu très qualitatif qu'on met à votre disposition. Donc, ça nous encourage à continuer davantage. Et aussi, n'hésitez pas à souscrire à cette chaîne, donc à vous inscrire non seulement à la page officielle Facebook, mais aussi sur la chaîne YouTube et poser des questions, partager massivement et on se retrouve plus tard pour d'autres émissions. C'est donc François Ablé du GSTA Canada. Merci encore d'avoir suivi ce point de marché ou cette intervention et puis on se retrouve plus tard pour d'autres émissions. Au revoir.